Retour en plateau pour ce débat organisé par le MEDEF du Cher, pour vous éclairer évidemment sur toutes les questions, vous, entreprises, que vous vous posez, sur l'évolution de la loi, sur l'accompagnement des seniors, sur les ANI, oh là 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 là, oh le mot barbare, on va tout vous expliquer avec mes invités. La médecine du travail, un juriste et une entreprise. Isabelle Gauthier, je commence par vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chargée de développement RH à la CELC, la Caisse d'épargne Loire-Centre, Tours et Orléans, qui sont les deux pôles de cette banque. On parlera avec vous de la raison pour laquelle vous êtes là, parce qu'il y a un élément extrêmement concret. On parlera des seniors au sein de la CELC, et puis votre politique RH en matière de recrutement. Puis je pense que vous boirez les paroles de notre invité, un expert, Vincent Prunevieille. Merci d'être là, Vincent, avocat associé Barthélémy Avocat, le cabinet expert en droit du travail, basé, entre autres, vous avez des antennes partout, mais à Bourges. Et vous reviendrez, alors là, vous avez pris quelques notes, vous avez un doctorat d'État devant vous, avec toutes les règles de l'ANI, les accords interprofessionnels. On y reviendra avec vous 2024. Et puis à mes côtés, je parlais de la médecine du travail. Elle joue un rôle important, évidemment, dans l'organisation du travail. Florence Thorin, merci d'être là. Ravi de vous accueillir, directrice de l'APST. Ce n'est pas un club de sport. Non. L'APST, c'est l'Association de prévention et de santé au travail du Cher. Et vous êtes venu avec quelques chiffres pour voir le travail que mènent les médecins du travail et voir comment vous accompagnez ces seniors. Commençons par le droit, parce qu'après tout, ce sont les questions que se posent les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que dit le droit? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2024 dans l'accompagnement des seniors? Et je suis persuadé qu'on parlera aussi de reconversion, parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Alors, Arnaud, merci déjà de m'avoir invité à cet événement. Là, on a quand même une nouvelle loi du 24 octobre 2025 visant à favoriser, je pense, deux choses. Le maintien de l'emploi dans l'emploi des seniors et deuxièmement, leur embauche. Le contexte social dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est important. Ce qui est important, c'est le taux d'emploi. Pourquoi? Parce que plus vous avez au niveau national un taux d'emploi important, plus vous créez de richesses et plus on arrive à financer notre système social actuel. Vous rentrez dans le dur, si on règle le problème des seniors, on règle le problème des retraites. C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire et il y a des propos que vous pourrez d'ailleurs regarder d'un économiste, Gilbert Sett, qui lui faisait quelques comparatifs. Il prend le taux d'emploi en France, il dit voilà, là où ça pêche le plus chez les jeunes, chez les seniors. Aujourd'hui, on va parler des seniors. Pour donner juste un exemple, on est dans l'Europe, nous, à 60% d'emploi des seniors à partir de 60 ans. Le taux d'emploi a légèrement progressé. Alors, il a progressé. Il a même progressé fortement, même depuis 20-30 ans. Mais pourquoi? Parce que c'est surtout lié à l'augmentation du taux d'emploi des femmes. C'est exact. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de révélateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va évidemment se comparer à nos voisins allemands. Nos voisins allemands, ils sont à quoi? Ils sont à 75%. Bon. Les pays nordiques, ils sont plus à 80%. Absolument. Il y a des études aujourd'hui qui ressortent où on vient nous dire si on arrive à augmenter, si on arrive à se mettre au niveau de l'Allemagne ou augmenter de 10 points, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de ressources pour financer notre système. Et évidemment. Et les fameux 30 milliards là qu'on est en train de chercher, ça pourrait éventuellement régler le problème. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on revient là-dessus. La loi aujourd'hui, elle remet sur le débat justement la problématique. Alors la loi qui est le prolongement de l'ANI. Qui est le prolongement de l'ANI. Il y a eu un ANI, puis ensuite il y a eu un projet de loi. Il faut être extrêmement carré. Il y a eu même deux, on fait référence à deux accords nationaux interprofessionnels. C'est quoi? Un accord national interprofessionnel, ce sont les partenaires sociaux qui se réunissent, qui élaborent des dispositions, qui signent un accord sur ce point. Donc là, vous verrez que dans mon propos, tout le propos central, c'est la négociation collective, toujours en revenant sur notre modèle allemand. Le droit social en Allemagne, c'est principalement issu de la négociation collective. Absolument, ils ont un dialogue social très, très fructueux, et très différent du nôtre. Nous disposons des outils pour la négociation collective importante, qui est possible dans toute entreprise, quel que soit son effectif, surtout depuis les ordonnances de 2017. Donc, on a des partenaires sociaux qui se sont réunis, qui ont pris deux accords
un accord national interprofessionnel le 14 novembre 2024 et un autre le 25 juin 2025. Et pour que ça soit applicable, eh bien, on transpose ces accords dans des par le textes biais de d'une loi. Voilà. Moi, je vois précisément qu'il y a une projet de loi de transposition d'un ANI sur les fameux salariés expérimentés qu'on appelle plus communément les seniors. Et là, il y a évidemment un enjeu avec l'événement dans lequel vous êtes aujourd'hui, puisque le MEDEF est présent à l'occasion de cet événement au Prado, sur les seniors. Est-ce que je peux vous interrompre une petite seconde? Quand vous entendez un avocat qui vous parle de ces ANI qui sont transposés dans des textes de loi, vous êtes une belle entreprise de la région Centre, une banque en vue, la CELC. D'abord, commençons par le début. Isabelle, vous êtes ici parce que quand on rentre dans le bâtiment, on voit écrit en gros CELC, on est d'accord? Oui. Hein, Ouais. vous êtes au cœur de ce lieu. Quand vous entendez un avocat qui vous parle de ces sujets, vous dites « j'étais parfaitement au courant des ANI, je connaissais par cœur le projet de loi, où effectivement on a quand même besoin d'accompagnement sur ces sujets. On a évidemment besoin d'accompagnement, évidemment. Et donc l'intervention de Vincent est vraiment primordiale. L'accompagnement du MEDEF est primordial. On a besoin de nos acteurs, ces acteurs pour nous aider, nous, entreprises. Bien sûr. Florence, on va parler de vous et des chiffres sur la médecine du travail et de la santé pour voir comment vous allez entrer dans ces nouveaux dispositifs. Est-ce qu'en mots simples, parce qu'il faut quand même reconnaître que certains textes de loi restent parfois un peu complexes, en vulgarisant pour les entreprises qui nous regardent, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire en termes d'accompagnement des seniors dans le cadre d'une transposition de ce texte? Quelles vont être les obligations des entreprises en direction des salariés expérimentés? Alors, j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qu'elles pourront faire. Ah, Parce que elles c'est peut-être ce qui est l'intérêt de... C'est l'intérêt aussi de cette loi, c'est donner des outils pour atteindre ces objectifs. Les outils, alors je vais les présenter très rapidement, on ne va pas aller dans le détail, c'est tout d'abord, on va obliger à entamer des négociations collectives sans imposer d'aboutir à un accord. On impose une négociation collective au niveau des branches en demandant aux partenaires sociaux de chacune des branches en France de négocier sur le sujet. Une obligation de négociation sur le sujet de l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés. Alors, donc, ça veut dire que ça exclut une partie des grandes PME jusqu'aux TPE. mais, même si l'obligation de négocier s'applique à partir de 300 salariés, rien ne vous empêche d'aborder une négociation dans les entreprises de moins de 300 salariés et même dans les petites entreprises. Moi, c'est un petit peu l'objet de mon intervention ce matin, très clairement. Donc, c'est dire, on diagnostique, on pose le sujet, Exactement. on en parle, on essaie de savoir, et c'est là que la médecine du travail va intervenir, on cartographie nos seniors, c'est bien ça? Exactement. Et ça, les accords viennent de dire, on a un diagnostic préalable. Et l'idée, enfin moi je trouve que c'est très important parce qu'on se retrouve, moi je le vois chez mes clients, dans des situations où vous avez des salariés qui sont à 1-2 ans de l'âge de la retraite et qui partent de manière anticipée, soit dans le cadre de départ négocié, soit pire dans le cadre de situations d'inaptitude. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas pris le problème en amont bien sûr, pour quelles auraient été les actions à faire pour motiver ces salariés, l'accompagner, le les accompagner, reconvertir. voilà. Donc, C'est ça la finalité, hein. C'est de maintenir le plus longtemps en emploi un collaborateur. Et puis, de se rendre compte que, je reviens à mon propos économique, de dire… De Gilles Berset. C'est pour de Gilles Berset, et de dire ce sera bénéfique, je dirais, à tout le monde, à l'entreprise. Et puis, à l'entreprise, moi je le vois aussi chez les clients, c'est ce stress de dire je vais perdre des compétences. Mais oui. Et Ouais. je vais perdre des compétences, ou alors je n'ai pas pris le temps d'assurer la transmission des compétences. Exact. Voilà. Et là, tous les outils qui nous sont donnés par la loi, elles servent à ça. Elles servent à se dire, elles doivent nous… C'est le post-it pour se dire, attention, ça, je le gère avant. Isabelle, d'un mot, parce qu'on Oui. va parler de la médecine et le coût social de collaborateurs qui n'ont pas été accompagnés et qui vont se retrouver en invalidité, en longue maladie ou en désengagement, c'est-à-dire en arrêt maladie. C'est un coût pour la collectivité. Isabelle, je vous ai vu là opiner du chef. Oui, bien sûr, c'est un sujet majeur. Enfin, nous, on a signé des accords relatifs à la diversité, relatifs à l'accompagnement des seniors. Ça fait évidemment partie de notre politique RH. Mais tout ce sujet de transmission des savoirs, ce sujet de maintien dans l'emploi, c'est des sujets, je ne sais pas si je les développe maintenant ou tout à l'heure, mais effectivement, on a vraiment ces points-là en ligne de mire, en fait. Donc, il y a eu des accords, on pourrait y revenir tout à l'heure, que vous avez signés. Donc, ça veut dire que des entreprises, vous êtes 1500 collaborateurs à la CELC,
donc au-dessus des 300, vous avez pris en compte cette question des salariés expérimentés. Dans le projet de loi, il faut préciser quand même pour ceux qui nous regardent, dans la loi, parce que maintenant c'est une loi, c'est 45 ans les seniors. Hein. Alors, enfin, c'est flippant, excusez-moi. Hein. Non, on commence à 45 ans parce que. Ah non, vous souriez, mais ça me concerne l'année prochaine, vous voyez. Donc, non, mais d'accord, vous ne les faites pas. Voilà, je peux vous le dire. Je vous en remercie. C'est que le sujet, la loi nous dit qu'on commence à évoquer le sujet à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a une visite médicale de mi-carrière dont Florence nous parlera. Et la loi nous dit, suite à cette visite médicale de mi-carrière, on vous demande d'adosser dans les 2 mois qui suivent un entretien parcours professionnel. Alors, c'est l'une des modifications de la loi, c'est que vous connaissez l'entretien professionnel qu'on doit faire tous les 2 ans, visant, je dirais, à aborder le sujet de la formation, de l'évolution. T'en es où? Qu'est-ce que tu veux faire? Exactement. Bien sûr, bien sûr. Et bien là, on dit, attendez, là c'est le moment, on fait l'entretien de mi-carrière, on va aborder ce sujet dans les 2 mois qui suivent, dans le cadre d'un entretien parcours professionnel, en fait, qui remplace l'entretien professionnel. L'objectif est le même, c'est juste que la périodicité change. On n'est plus tous les 2 ans, mais tous les 4 ans, et avec un entretien bilan tous les 8 ans. Je vous arrête parce que Florence Piaf aussi, parce que là, la balle rentre chez elle, elle aussi, en tant que responsable du Cher sur les enjeux de médecine du travail, elle se dit, mais en quoi moi, je suis impacté? Qu'est-ce que ça change aussi dans la manière d'aller à la rencontre des collaborateurs? D'abord, vous aviez préparé, je ne veux pas vous les voler, quelques chiffres pour situer l'action de votre service auprès des travailleurs et collaborateurs. Donc, est-ce que vous voulez que je présente un peu quelques chiffres sur le service de santé au travail? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, service de santé au travail sur le Cher, on suit 66 000 à peu près travailleurs, que ce soit des agents ou bien des salariés, pour à peu près 5 500 entreprises adhérentes. On pense souvent à la santé au travail, on connaît la santé au travail par la médecine du travail, la fameuse visite médicale, mais bon, ça n'est pas ça en fait. La santé au travail, c'est un socle de services qui est autour du suivi de santé, de la prévention primaire et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et pour assurer ça, on a 83 collaborateurs sur le Cher, dont 85% sont des équipes pluridisciplinaires. Donc, équipe pluridisciplinaire, c'est quoi? Ce sont des médecins. Donc, on a 15 médecins qui travaillent tous avec des infirmières santé-travail, avec ergonomes, ingénieurs, assistantes santé-travail. Voilà, pour venir faire des diagnostics santé-travail et venir mettre en place des plans de sécurisation pour les salariés individuels et pour mettre en place des plans de prévention et aider les entreprises à mettre des plans de prévention au niveau de leurs entreprises. Moi, j'entends pourront, aider. Il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Hein. La loi n'oblige pas l'entreprise à le faire, on est d'accord? Ah oui, non. On est d'accord. Incitatif. Alors, c'est incitatif, mais s'agissant finalement des conseils de prévention qui sont donnés par les médecins ou les équipes pluridisciplinaires aux employeurs, en général, finalement, ces conseils de prévention sont donnés lorsque des restrictions d'aptitude sont données par les médecins. Lors de visites médicales, ils sont suivis par les employeurs. Donc, voilà. Alors, on peut remettre quand même juste un chiffre sur le Cher. Pour ces 66 000 salariés, on parle de 35 000 visites médicales par an et on est à moins de 3 000 restrictions d'aptitude. Voilà, on parle souvent d'inaptitude, de restrictions d'aptitude. Voilà, sur un nombre de salariés vus comme ça, c'est pas si important que ça. Donc 66 000, 3 000, c'est ça oui, restriction. Voilà, et puis à peu près restriction, 400. Ça veut dire qu'on va réaménager le poste, mais il reste en poste, on est d'accord? Il reste en poste. Inaptitude, il n'est plus apte à effectuer le travail pour lequel il a signé un contrat, nous sommes d'accord? Inaptitude, on est à 400 par an. Et effectivement, il concerne plus les salariés de plus de 45 ans. Mais on est... Juste d'un mot, Florence, il y a l'entretien, le passage obligatoire à 45 ans, qui est mixé, couplé d'un entretien, on l'entend, côté entreprise. La médecine du travail est partie prenante dans ce texte. Il y a les visites de mi-carrière où ils sont faites pour tous les salariés de 45 ans. Il y a deux choses. Il y a la visite médicale de mi-carrière et derrière l'entretien qui doit s'en suivre avec l'employeur. Alors ça commence par la visite et c'est l'entretien. Voilà. Juste pour ceux qui nous regardent, ça va les faire rire. C'est une visite un peu différente de celle qu'on a connue quand on était salarié. On fait pipi dans le bocal
on attend le médecin, on se met dans la salle, on sourit, mais c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est une visite un peu plus spécifique avec des questions plus orientées? Je pose une question de Béotien. Alors, la visite médicale, c'est plus du tout celle-ci en France Bah oui, voilà, aujourd'hui. bah Voilà. Donc aujourd'hui, comment se passe une visite médicale pour les entreprises, pour les salariés du Cher? Déjà, ils ont tous un questionnaire de santé qui est structuré avec une soixantaine de questions. On est à l'ère de la transformation par le numérique aussi en santé-travail. Les chiffres que j'illustrerai en sont un témoin. Ils passent des examens connectés de façon systématique, justement. Ils ont des dépistages ciblés. Il y a un décloisonnement santé-travail, santé publique qui est déjà très engagé, puisqu'on sait que la médecine de ville est très pénurique et beaucoup de salariés ne voient plus que le médecin du travail. Donc de dire oui, c'est vrai ce que voilà, vous dites. donc ça n'est plus vrai. Hein. Il y a tout il y a la sphère travail qui est investie lors de ces visites Et prévention, vous et l'évoquiez, hein. voilà, et la sphère santé. Puisque finalement, le but dans ce maintien en emploi, mais quel que soit l'âge, c'est qu'il faut aussi engager les salariés dans leur santé. Et pour engager, donc tout à l'heure, dans les équipes pluridisciplinaires, je n'ai pas parlé de toutes les spécialités également qui viennent en appui, mais quand on dit engager dans sa santé, c'est aussi assurer la promotion, c'est investir le problème de sommeil sur certains métiers, c'est investir les problèmes de nutrition, de diabète sur d'autres métiers. C'est des problèmes qui peuvent être aggravés par le métier ou des impactent la santé pathologies. mentale. Hein. Voilà, et qui impactent tout. Donc c'est plus ça en fait. Non, mais j'entends bien que Florence, et elle a bien raison, nous disent allez, c'est fini, ça c'est l'image d'Épinal, ça s'est modernisé, ça s'est numérisé, on travaille sur la prévention. Et je vois Vincent là, l'avocat. Pour rebondir, la médecine du travail aujourd'hui, c'est pas que des visites. Mais non. C'est aussi un conseil avec des ergonomes mais ça, on ne le dit pas assez. qui peuvent venir dans les entreprises. Et moi, j'incite beaucoup mes clients, à chaque fois qu'on a ce genre de problème, dire rapprochez-vous du service de médecine de travail pour voir ce qu'ils peuvent vous apporter en conseil, pas en visite médicale. Non, en conseil. Avec les experts dont nous parle Florence. Quand même, et là, Isabelle va être impactée par ma question, la loi, le texte, va permettre, lors de cet entretien d'échange à 45 ans, de parler de VAE, de parler de reconversion, de parler de CPF, c'est-à-dire utilise ton CPF pour te former. Ça, c'est inscrit dans le texte. C'est inscrit dans le texte. Ça doit être fait. Ouais. Alors, c'est les éventuelles mesures d'aménagement. Si toutefois, à 45 ans, on commence à déceler quelques problèmes de nature médicale, alors physique ou psychique, ça peut être de la lassitude, sans qu'on soit vraiment sur quelque chose de très grave. Et c'est se dire, on commence à déceler ça dès 45 ans, on est à mi-carrière, comment je fais pour assurer le reste de votre carrière? Et puis, ça, excusez-moi, ça c'est demandé par le RH. Voilà, est-ce que tu te sens apte à poursuivre encore 25 ans peut-être ce poste? Et le texte dit aborder le souhait de mobilité, de formation, de reconversion. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est-à-dire qu'on n'est pas au stade où on fait un entretien à 58, 60 ans où je suis fatigué, comment je fais pour t'aider? Il n'y a pas spécialement de problème, mais je veux quand même devancer tout Isabelle, problème. Ça va être anticipé, noté. Oui. Et pour reprendre Florence, numérisé, formalisé avec le collaborateur. Avec le collab. Bien sûr. Et ça veut dire que vous avez des moments de rencontre ensuite, après 45, parce que moi je trouve ça formidable, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet, pendant des années j'ai fait des débats à l'Assemblée nationale, c'est pratique, mais si on le revoit que 20 ans après, ce collaborateur, ça ne sert à rien. Je me permets on le revoit quand là, ce monsieur qui dit j'aurais besoin d'une formation, on le revoit quand? Alors, nous, en Caisse d'épargne Loire-Centre, je pense qu'on est déjà très clairement habitués à échanger régulièrement avec nos collaborateurs. Qu'ils aient 25 ans, qu'ils en aient 45, le job est déjà fait, j'ai envie de dire. Maintenant, on va porter une attention effectivement particulière aux 45 ans et plus. La loi nous le demande, c'est une nécessité pour notre entreprise. Moi, je rappelle juste quand même, on est 1500 collaborateurs. On a plus de 41% de nos collaborateurs qui ont 45 ans et plus. Donc, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas une nouveauté par rapport à la loi pour nous. Ça colle avec les chiffres presque nationaux. Ça colle complètement avec les chiffres. Et puis, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qu'on connaît déjà. C'est un sujet majeur actuellement. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, on a des entretiens fréquents avec nos collaborateurs et on a pris un engagement l'année dernière auprès de l'ensemble de nos collaborateurs de les voir à une fréquence de 2 ans et demi. Donc,
Le Ouais, c'est un bon collaborateur tempo. que l'on va voir à 45 ans, 2 mois après sa visite médicale, à 47,5 globalement, d'ici ces 47,5, il sera à nouveau revu. Et pareil, sur les 2 ans et demi, voilà, Vincent, on a une fréquence. question d'ordre juridique, mais à laquelle Florence pourra répondre aussi. La confidentialité des informations médicales, parce que ça reste assez compliqué. La RH, elle a la main là-dessus ou pas? Alors, Parce qu'on se dit des choses très intimes chez le toubib, enfin chez son médecin. Et ensuite, comment on fait là? C'est quoi la passerelle? Parce qu'il dit des choses. C'est dur, j'ai mal au dos, je suis fatigué, je sais pas, j'ai un manager qui m'ennuie. Mais ça, c'est confidentiel. D'accord. Ça passe pas dans les mains des RH, ça. Alors c'est Florence qui va répondre plus précisément à ça. Florence, sur le- comme- Oui, Comment alors non, les médecins, enfin le secret médical, vous pensez bien est qu'il garanti. il est garanti. Après, le travail des médecins et des équipes pluridisciplinaires, c'est conseiller sur des mesures de prévention primaire. C'est ça qui est le plus important. On protège les plus vulnérables qui ont des restrictions. On va les protéger et c'est la restriction qui est mise et le dialogue qui se fait avec l'employeur. J'entends que le travail de prévention. Ce qui est important, c'est lorsqu'un médecin... Alors, c'est fini la visite périodique à date anniversaire. Pourquoi? Exact. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a... ce qu'on essaye de faire, c'est regrouper ces visites périodiques sur une périodicité finalement assez courte. Hein. On va voir peut-être toutes les personnes de l'entreprise. Et ce qui permet, avec la donnée, d'avoir un diagnostic santé-travail pour connaître le vécu des salariés, leur satisfaction au travail, leurs difficultés liées à la prévention des problématiques de Tabac, ressources addiction, psychosociales. tout. alcool. Et donc, sur cette base-là, c'est des données qui peuvent aider les employeurs à construire des plans de prévention. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une passerelle, il y a quand même des choses qui se... Mais de façon toujours en garantissant L'anonymat. Non, mais l'anonymat et bien la sûr. confidentialité. D'accord. Donc effectivement, sur une TPE de 3 personnes, on ne va pas avoir de données de ce type. Ah oui, c'est... Voilà. Mais- Et là, sans accord du salarié, il n'y a jamais de... Voilà, de toute façon, le secret médical et les pathologies sont forcément un secret totalement gardé. En revanche, la restriction qui permet de protéger le salarié, effectivement, va être donnée à l'employeur pour qu'il agisse. Voilà. Mais En fait, c'est Vincent, éclairez-nous sur ce sujet, parce que on voit bien l'entretien de 45 ans, ça on l'a compris. L'entreprise se dit c'est normal, c'est un point de départ d'un chemin. On va cheminer avec le collaborateur. Mais ensuite, il faut quand même qu'il ait des éléments, l'entreprise, les RH ou le patron, parce que parfois dans les PME, c'est le patron qui fait l'entretien. Il faut quand même qu'il ait des éléments concrets pour vérifier si ce que lui dit le collaborateur est vrai. Moi, si je vous dis que j'ai mal au dos, que je ne peux pas faire ce métier de la télé, qu'est-ce qui prouve que c'est réel, ce que je vous raconte? C'est le médecin qui J'ai va... très mal au dos, je dois arrêter l'émission. On n'en sait rien. C'est le médecin qui va donner une restriction, qui va venir dire, bah voilà, le collaborateur ne peut pas rester assis, debout. Donc, il y a bien un élément. Mais on ne sait pas Mais- si c'est une histoire de mal de dos ou autre. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la cause médicale, Voilà. mais on va donner la restriction, pour restriction. que l'employeur sache ce Et qu'il peut donc, il faire ou doit pas. s'adapter. Bah, bien Ce sûr, sont- voilà. ce Isabelle, sont- ce sont des Vous en préconisations. avez des collaborateurs bien de ce sûr qu'on type en qui a, vous bien disent sûr. là, je peux plus, quoi. On ne sait pas la pathologie, c'est pas le sujet de l'employeur. Par contre, on va recevoir des préconisations Voilà. de la médecine du travail qui va nous demander des adaptations de poste. Alors, vous faisiez référence tout à l'heure à l'ergonome. Nous, on a des ergonomes qui viennent effectivement dans nos agences, voilà, pour vérifier l'emplacement de hauteur, ouais, bien sûr. l'ordinateur, voilà, La les position conditions de des mains. travail. Si on a une agence avec des escaliers, ça peut être problématique C'est vrai. pour certaines personnes. Bref, on a des préconisations. Si on nous dit qu'effectivement le collaborateur ne peut plus être dans un bureau effectivement au premier étage, dont acte, et peu importe si c'est un problème de dos, de hanche, de genou, ça c'est le sujet de la médecine du travail. Mais nous, on est en devoir d'adapter le poste. Vincent et Florence, mais juste pour les entreprises qui nous regardent, elles font quoi? Elles font appel à un avocat, Barthélémy autant que faire se peut. Ouais. Évidemment, ça vous fait sourire, mais elles vous demandent quoi, les entreprises? Décryptez-moi la loi. Dites-moi concrètement comment je dois faire, et je ne parle pas Ouais. d'une grande entreprise comme la CELC, mais je parle de petites boîtes industrielles de 10-15 salariés qui ont la tête dans le guidon et qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'elles doivent faire d'une manière très pratico-pratique? Quand on se retrouve face face à un mur, on a un salarié qui ne peut pas faire certaines choses, on ne sait pas comment gérer sans débrouiller. La première chose que je fais, c'est
je renvoie mon client vers les services de santé au travail. Alors souvent, ça se passe par le biais d'une visite, mais je dis attention, appelez le médecin du travail pour lui expliquer votre problématique, ce que vous constatez, de façon à ce que le médecin du travail, lorsqu'il voit le salarié en visite, il ait en tête les problématiques. Il a déjà été briefé, comme on dit. Parce que le salarié va être là, va lui expliquer ce qui ne va pas, mais il faut qu'il ait aussi l'avis, la parole de l'employeur. Non, mais je pense à des petites entreprises PME, Florence, et vous avez sûrement ces cas, de personnes, de patrons qui vous disent, moi, si je perds ce collaborateur, parce que globalement, il est sur un poste essentiel à ma boîte et qu'il a un peu la cheville ouvrière, si je le perds, ma boîte, elle peut couler. Enfin, je veux dire, c'est des sujets très sérieux pour les patrons quand même, les petits patrons. Mais le médecin, il a une neutralité à avoir entre les conseillers du salarié et les conseillers de l'employeur. Donc de toute façon, sur la base finalement des analyses de demandes qu'il va faire et des besoins de l'un et de l'autre, il va trouver le meilleur consensus pour permettre d'engager le salarié dans sa prévention et de donner des conseils à l'employeur. Donc s'agissant d'une petite entreprise, si le salarié a une grande satisfaction au travail, veut rester, veut transmettre. La fameuse culture d'entreprise. Et on va travailler, y compris sur des personnes qui ont des grosses problématiques de santé. Il y a des partenaires que sont les Cap Emploi lorsque c'est des problématiques de handicap. France Travail, qui est notre partenaire. Voilà, exactement. Ça peut être aussi avec les CARSAT qui mobilisent également aussi des fonds pour aider les entreprises financièrement à venir aménager le poste. Et en fait, la santé au travail est un peu pivot à une cellule des insertions professionnelles qui permet, avec ces différents acteurs, de venir mobiliser les outils qu'il faut pour pouvoir aider les entreprises, quelle que soit leur taille. On parle de ces PME. Isabelle, quand même, sur les enjeux de seniorité, puisque dans l'ANI, transposé dans la loi, on voit que le gouvernement, on voit que l'écosystème des partenaires sociaux et du MEDEF, qui organise ce débat, faut-il le rappeler, accélère, veut accélérer. Comment vous faites sur cette question des seniors? Parce qu'il y a ceux qui sont en emploi et qu'il va falloir maintenir dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. Et puis il y a ceux qui viennent frapper à votre porte et qui vous disent, Madame Gauthier, moi je suis un senior en reconversion, je viens d'un cabinet comptable, je voudrais retravailler dans la banque. Est-ce que c'est des profils qui vous intéressent? Et est-ce que cette transformation, je dirais même du débat que l'on fait aujourd'hui, permet aussi d'un peu de démythifier, de faire tomber les a priori sur les salariés de plus de 50 ans, voire de plus de 55 ans? Alors, moi, je vais vous donner un exemple dont je suis plutôt très fière en tant que chargée de recrutement aussi. C'est qu'en 2024, on a recruté 12 collaborateurs de plus de 45 ans. À date, aujourd'hui, en 2025, on en a recruté 10. Et le plus âgé est âgé de 58 ans et 7 mois. Donc, je trouve que c'est quand même formidable de pouvoir inclure dans nos entreprises des personnes qui ont d'autres vécus professionnels, qui ont des expertises radicalement différentes. On sait les inclure, les intégrer, les former, les accompagner. Et c'est exactement la même chose pour les collaborateurs présents dans l'entreprise. Tout à l'heure, j'entendais parler, je ne sais plus qui a abordé le sujet de la transmission. Oui. C'est un sujet, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise et l'expertise. Quand vous abordiez le sujet avec la petite entreprise qui a un collaborateur clé. Oui. Les grosses entreprises, elles ont des collaborateurs clés aussi. Et c'est primordial de pouvoir établir des transmissions, du parrainage, du mentorat, on peut l'appeler comme on veut, mais entre les anciennes générations et les nouvelles. Et ça, si on arrive à capitaliser là-dessus, à donc anticiper, que ce soit un départ à la retraite, on arrive à créer vraiment des synergies de travail. Et j'allais dire, pour les seniors, c'est ultra valorisant aussi. C'est donnant-donnant. Les seniors vont transmettre leur savoir, leurs compétences, et les jeunes acquérir des compétences que seuls les seniors expérimentés. On préfère les appeler les expérimentés chez nous. Entièrement d'accord, les 50 et plus. Vincent, quand même, on n'a pas évoqué ce sujet. On parle d'épuisement professionnel, parce que cette loi renvoie aussi à ça, de donner les conditions et de garantir les bonnes conditions physiques et psychologiques du collaborateur. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi l'enjeu psychologique, psychique. L'enjeu de prévention en santé mentale, le fait qu'on accompagne des équipes sur ces sujets-là, est-ce que c'est contenu dans le texte? Est-ce que cet élément-là
est aussi un élément qui dit aux collaborateurs « je prends soin de toi ». Alors, il y a, je rebondis sur ce que vous évoquez, la transition, la reconversion professionnelle. Eh oui. Là encore, c'est la deuxième année qui a été Il y transposée. a eu 2 années, on est qui, d'accord. qui prévoit, enfin, qui simplifie le projet de transition professionnelle qui existait déjà, Exact. mais l'objectif était de le simplifier et puis de créer la période de reconversion, un deuxième outil qui vient en fait fusionner, je crois, c'est le PROA et le Transco. Le Transco, c'est Transco, fini. le PROA. Alors, vous voyez, Enfin, le Transco, c'était une boîte du ciment Voilà. peut envoyer 50 salariés Voilà. dans le transport. Vous avez- C'est fini, ça Voilà. ne marchait pas. Et puis, vous avez compris, c'était plein de dispositifs compliqués d'un point de vue administratif. Tout à fait. Donc, on vient, j'irais, simplifier cela, le réunir dans deux dispositifs qui ont le même objet, c'est la reconversion professionnelle. Exact. Après, c'est juste que on va utiliser l'un ou l'autre en fonction du cadre dans lequel on se trouve. Mais il y a une volonté il y a d'accélérer une sur ce volonté, sujet. voilà, il y a une volonté de reconversion professionnelle. Donc, qui dit reconversion professionnelle, c'est certainement suivre une formation pour quitter l'entreprise dans laquelle je suis pour aller être embauché dans une autre, ce qui me fait, je dirais, rebondir sur un autre dispositif, le contrat de valorisation de l'expérience, Exactement. en gros qu'on appelle, allez, le CDI senior, je sais qu'il ne faut pas employer, mais Non. parce que le CDD senior existe déjà, et là le CDI senior, c'est quoi? C'est en gros, on vient donner des outils à l'entreprise visant à favoriser l'emploi des salariés de 60 ans et plus. Et plus. Alors évidemment, avec des allègements de charges de la contribution patronale. On descend, on Voilà. quitte l'emploi en pente douce. Voilà. Alors là, c'est surtout de l'embauche. C'est-à-dire qu'on incite les entreprises à embaucher des seniors parce que ça coûte moins cher, ça coûte un peu moins cher et surtout, vous allez réussir à Et le récupérer MEDEF avait de des la revendications compétence. là-dessus. Voilà. Voilà. On réussit à récupérer de la compétence. Et puis, dernier point pour terminer un peu sur les dispositifs de cette loi, c'est pour accompagner aussi la fin de carrière. Alors, dispositif qui existe déjà, la retraite progressive. Mais là, un outil intéressant, le temps partiel de fin de carrière. Oui. Je me mets à temps partiel. Forcément, si je travaille à temps partiel, ma rémunération Elle baisse. mais ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise. Je vais avoir le droit, quand je partirai à la retraite, à une indemnité de départ à la retraite. Eh bien, on est autorisé, si le salarié le souhaite, de commencer à verser cette indemnité de départ à la retraite Sur ça. pour compenser Compenser. la perte de salaire. Et avec des salariés qui terminent leur carrière à temps partiel parce que c'est leur souhait, parce qu'on gère l'épuisement de fin de carrière. Et on précise qu'il y a un autre dispositif qui s'appelle le cumul emploi-retraite. Et Voilà. dans le cadre du projet de loi de finances que vous avez observé, il avait été question, en tout cas dans la première lecture, de supprimer le cumul emploi-retraite. Ça n'aura échappé à personne, en tout cas pas aux avocats. Ça va repasser ensuite au Sénat. Mais ce sujet était quand même intéressant. J'allais dire docteur, mais vous n'êtes pas docteur, Non. chère Florence, mais vous les incarnez, vous les représentez. En tout cas, les enjeux de prévention en santé mentale, le fait qu'on se sente bien sur son poste de travail. Je ne parle pas que de souffrance physique, parce qu'on a souvent cette image d'Épinal de la souffrance physique, mais il y a aussi des salariés qui se mettent en arrêt maladie parce que psychiquement, ils sont touchés. Ça, c'est un sujet à prendre en compte, je dirais, dans la transformation même du service médecine du travail, parce que vous nous disiez, Arnaud, vous êtes gentil, mais ça c'était le XXe siècle, le pipi dans le bocal. Aujourd'hui, on fait du service, on fait de la prévention, on fait de l'accompagnement. Est-ce que c'est un élément en plus? Alors, en plus, aujourd'hui, il y a 3 sujets pour les services de santé et je pense que les 3 concernent finalement dès l'entrée en carrière pour la partie prévention, parce que travailler plus longtemps, c'est quand même anticiper, essayer de prévenir les risques le plus tôt possible pour éviter oui. finalement l'usure professionnelle. Nous, on a 3 sujets majeurs qui sont 90% de nos sujets. Santé mentale, troubles musculo-squelettiques et risques chimiques. Une fois qu'on a traité ces 3 sujets-là… Pour le Céveso, ça, voilà. l'entreprise, Non. pas seulement. Non. C'est 70% des entreprises… Les coiffeuses, par exemple. 70% des entreprises sur notre territoire sont concernées. Donc, c'est un sujet… C'est quand on touche des produits toxiques. Quels que soient les produits toxiques, produits cancérogènes, ils sont en risque de surveillance particulier. Et d'ailleurs, quand on parlait des examens tout à l'heure, comment le médecin vérifie ou surveille, La passerelle, on a ouais. bien des examens complémentaires qui sont faits par le service de santé en complément de la visite. Et c'est bien pour ça que le législateur a mis à charge des services de santé
l'ensemble des examens complémentaires, que ce soit une consultation chez un psychiatre pour venir étayer le diagnostic d'un médecin, que ce soit des prises de sang pour regarder l'intoxication potentielle. exactement. Et tout ça, c'est à charge du service pour justement garantir toute cette confidentialité de la donnée médicale. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être, voilà, ça fait partie des budgets des services de santé. Et s'agissant de la santé mentale, j'ai tendance à dire, si on reprend les chiffres, pas plus que les autres pour les seniors. D'accord. Voilà. Les troubles musculaires. Voilà, moi, les chiffres que j'avais sortis, c'était contrainte physique. Finalement, ça, c'est important de le traiter. Le corps, lâche ou le corps n'y arrive plus. Et on a encore 35% des plus de 60 ans qui sont exposés. Donc là, les ergonomes, les employeurs, voilà, c'est important de s'engager dans des plans de prévention spécifiques pour ces populations-là. Intensité du travail, très peu finalement. Il y a quand même l'IA, il y a le numérique, il y a les téléphones portables, il y a l'accumulation numérique qui fait péter les plombs à certains collaborateurs quand même. Enfin, c'est des transformations sur lesquelles il faut accompagner les la collaborateurs. banque, par exemple, la banque, elle fait des visios. Enfin, vous avez des collaborateurs. Elle se transforme aussi. dans ses modes de fonctionnement. Mais ces transformations sont aussi une occasion de repenser le travail, repenser les organisations du travail. Donc, c'est aussi un levier qui est fort pour les entreprises, pour venir intégrer ces questions d'usure professionnelle ou ces questions de prévention primaire très tôt dans la réflexion. Et chez nous, je parlais des cols blancs, puisqu'on parle des salariés parfois exposés à des produits chimiques, ce qui n'est vraiment pas le cas dans la banque. Peut-être des cartouches d'encre éventuellement quand on met la ramette. Mais ce n'est pas vrai. Les sujets chez vous, c'est une forme d'épuisement psychologique parfois, de fatigue. Alors, ça peut. Vous parliez de transformation tout à l'heure avec des nouvelles technologies, etc., qui peuvent perturber aussi les collaborateurs les plus expérimentés. Moi, je vais vous donner quand même juste à titre indicatif, en caisse d'épargne Loire-Centre, la proportion des gens formés, donc les 50 ans et plus, c'est la part la plus importante. Donc, ça veut dire qu'on les accompagne justement pour aider à ces transformations, pour répondre aux exigences de l'entreprise, et des clients bien entendu in fine, mais continuer à être dans le trend. Et donc il faut former, il faut accompagner. Vincent Prunevieille, l'avocat que vous êtes et qui observait la loi et qui accompagnait les entreprises, on va y arriver à l'augmenter, ce satané taux d'emploi des seniors, après tout ce qu'on s'est dit, des années, des textes de loi, des projets de loi, une volonté. Est-ce qu'objectivement, on va y arriver ? Je pense qu'on peut, si chaque entreprise, quelle que soit sa taille, s'empare du sujet. L'un des outils sans tabou, et puis de manière préventive, voilà, et par le biais, je pense, de la négociation collective. Pourquoi ? Parce que Jacques Barthélemy, qui est le fondateur du cabinet, ça fait 60 ans, lui, qui parle de négociation collective en entreprise. Il en est un peu le père, en quelque sorte. Il en est un peu le père, notamment des ordonnances de 2017. Exactement. Où là, je dirais, maintenant, il n'y a plus d'excuses. On peut négocier dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, la présence ou non de représentants du personnel. Tous les outils existent. Maintenant, j'entends que le réflexe n'est pas encore là, mais je pense qu'avec le temps qui va passer, moi, en tout cas, je le fais chez les clients, quand ils sont surpris, quand on a 4-5 salariés et qu'on arrive à conclure un accord d'entreprise, pas forcément un accord d'entreprise de 40 pages sur 50 sujets, sur des petits sujets qui nous permettent d'adapter la loi au fonctionnement de mon entreprise, je pense, oui, on va y arriver. En tout cas, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On n'a plus le temps, mais ce qu'on entend quand même du côté des petites entreprises et même des grosses, c'est que le normatif a pris une telle place qu'elles étouffent sous la norme. Et ce sujet est posé aussi à travers la question des seniors et de ces 2 années et de ces textes de loi. Est-ce que vous dites on simplifie ou on remet encore de la norme sur la tête des entreprises ? Je fais un peu de politique, mais c'est pas mal de terminer le débat comme ça. Non, là, moi, ce que je vois avec cette loi, ce sont de nouveaux outils. Ça ne va pas régler tout le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils ? Donc, moi, je ne vois pas trop en soi de contraintes dans ces nouvelles dispositions. Je vois de nouveaux outils pour atteindre cet objectif. Voilà. C'est ce qui fait que je suis assez positif, même s'il faut avoir conscience que cette loi, elle ne va pas tout régler d'un coup de baguette magique. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. C'est le propre d'une loi, en attendant la suivante. Merci beaucoup à vous 3, mesdames et messieurs. Merci à vous, Isabelle Gauthier. Vous représentiez la CELC
Caisse d'épargne Loire Centre, vous êtes en charge des RH et du recrutement. C'était un vrai plaisir d'écouter aussi vos engagements d'entreprise. Merci à vous, Florence Thorin, directrice de l'APST, Association de prévention de santé au travail du Cher. Plus de 6 000 salariés, 66 000, c'est ça, 66 000 salariés. Accompagnés par un service de santé qui est en train de se transformer pour devenir aussi un service serviciel au service des entreprises. Donc n'hésitez pas à faire appel évidemment à aux services des services de santé. Merci à vous Vincent Prunevieille, cabinet Barthélemy, on l'aura compris. Et puis c'est vrai que c'est intéressant de s'appuyer sur des praticiens, des personnes qui connaissent le texte de loi. Merci à David Bernardin parce que c'est grâce à lui que ce débat a pu avoir lieu. David Bernardin évidemment et au MEDEF du Cher qui organisait ce débat pour vous éclairer. Vous êtes évidemment à disposition tous et toutes à disposition des entreprises pour les éclairer si vous avez besoin de renseignements. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.